Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur les développements récents à Gaza en s'appuyant sur une analyse de Norman Finkelstein. On va examiner ces points sur l'aide humanitaire, les intentions qu'il prête à Israël et puis le contexte international. Notre but c'est de décortiquer un peu cette perspective spécifique. Exactement. Et son analyse, elle se concentre pas mal sur, disons, la stratégie derrière la gestion de l'aide, et puis les objectifs à long terme qu'il voit chez Israël concernant Gaza et l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, oui. C'est ça. Et d'entrée de jeu, il y a un point assez marquant. Finkelstein dit qu'il avait prédit des massacres lors des distributions d'aide. Il cite l'incident récent avec la GHF, cette nouvelle fondation humanitaire. Comment il explique cette prédiction? C'est assez fort comme affirmation. Oui, c'est frappant. Mais pour lui, la création de cette GHF, elle n'était pas vraiment justifiée d'un point de vue logistique. Il dit que l'aide, en fait, elle pouvait entrer quand Israël le voulait bien. Il donne des exemples, hein. Après l'incident de Wall Central Kitchen, où pendant l'échange de prisonniers, l'aide a augmenté. D'accord. Donc, si ce n'est pas la logistique, c'est quoi l'objectif? Alors, il voit un double objectif. Premièrement, remplacer l'UNRWA. Ah, oui, l'UNRWA. Pourquoi spécifiquement cette agence? Finkelstein soutient qu'Israël cherche à, disons, à se débarrasser de l'UNRWA depuis des décennies, parce qu'elle incarne le statut de réfugié palestinien et surtout le droit au retour. C'est ça le point clé. Cette revendication historique, oui. Exactement. Et donc, en éliminant l'UNRWA, le problème deviendrait juste humanitaire. On efface la dimension politique, quoi. Il parle aussi des accusations contre l'UNRWA après le 7 octobre, Oui, effectivement. et il dit qu'elles sont fabriquées et que c'est un prétexte. D'accord. Et le deuxième objectif qu'il mentionne? Le deuxième point, selon lui, c'est qu'Israël verrait la crise du 7 octobre comme une opportunité, une occasion unique de résoudre la question de Gaza. Résoudre. Potentiellement par l'expulsion, c'est ça qu'il sous-entend? C'est ce que son analyse suggère, oui. Bon, ok, regardons ça de plus près alors. Comment est-ce que cette GHF, cette fondation, pourrait aider à un tel plan? C'est là que ça devient Hmm. assez troublant. Alors, la stratégie qu'il décrit, c'est la suivante. Concentrer les points de distribution de l'aide tout au sud, près de la frontière égyptienne. D'accord. Ce qui forcerait la population, plus de 2 millions de personnes, déjà dans une zone archibondée, à s'y masser encore plus, pour avoir accès à la nourriture, bien sûr. Et il anticipe que ça créerait inévitablement des émeutes lors des distributions. Des émeutes qu'il qualifie même de calculées et orchestrées. Calculé et orchestré, oui. C'est une accusation très sérieuse. Dans quel but? Selon Finkelstein, ces émeutes donneraient ensuite le prétexte aux forces israéliennes pour tirer, en invoquant une menace perçue, comme on dit. Ah oui, Et il suggère que des massacres répétés dans ces contextes, ça viserait à terroriser les gens pour les pousser à fuir. Vers le Sinaï. vers l'Égypte, donc. Voilà, il fait même le parallèle avec des tactiques qu'il attribue à Israël en 1948 pour pousser les Arabes à partir. C'est une analyse très sombre. Et face à ça, on a vu des réactions internationales, des condamnations, notamment européennes. Est-ce que Finkelstein pense que ça a un impact réel? Alors là, il est très très sceptique. Il a une formule un peu mieux jamais que tard, quoi. C'est-à-dire? Son interprétation, c'est que des pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'UE, ils savaient, ou en tout cas ils se doutaient de ce qu'Israël préparait à l'expulsion, selon son analyse. Et donc les condamnations, c'est surtout pour la forme, pour l'histoire, pour dire on avait prévenu, garder les mains propres, quoi. D'accord, donc peu d'impact concret sur le terrain, selon lui. Il doute fort que ça change quoi que ce soit à la destruction de Gaza, ou que ça garantisse une reconstruction future. Il pense qu'Israël ne le permettra pas une fois que la tension médiatique sera retombée. C'est une vision assez pessimiste de la diplomatie internationale. Il aborde aussi la politique américaine, je crois. Notamment Trump. Oui, il en parle. Son analyse, c'est que Trump, lui, il veut son accord du siècle. L'accord avec l'Arabie saoudite, principalement. La normalisation des relations. C'est ça. Et pour que les Saoudiens puissent justifier cet accord, ils doivent pouvoir montrer qu'ils ont obtenu quelque chose pour les Palestiniens. C'est une question d'image, de légitimité dans le monde arabe. Et donc une expulsion massive à Gaza. Ça rendrait cet accord très compliqué, voire impossible à vendre pour les Saoudiens. Donc, c'est un facteur que Trump devrait considérer, en plus du fait qu'il veut sans doute éviter que Gaza devienne pour lui le même casse-tête politique que ça a été pour Biden. Logique. Et il y a un dernier point, assez surprenant, sur les chiffres. Les chiffres des combattants tués. Ah oui, ça c'est assez direct. Finkelstein dit qu'Israël invente ces chiffres, purement et simplement. Il les invente, ouais. Comment ça? Sa thèse,
c'est qu'ils prennent le nombre total de morts palestiniens, celui donné par le ministère de la Santé de Gaza, donc contrôlé par le Hamas, et qu'ensuite ils affirment qu'environ la moitié, c'était des combattants. Et pourquoi faire ça? Pour pouvoir dire, regardez, on a le meilleur ratio civil combattants tués de l'histoire des guerres urbaines modernes. C'est une question de communication, de justification de leurs actions. Mais ils contestent la possibilité même de connaître ce chiffre. Exactement. Ils demandent comment Israël pourrait savoir qui est combattant et qui ne l'est pas, alors qu'il n'y a pas de grandes batailles rangées et que les bombardements sont massifs, indiscriminés. L'identification est déjà difficile, alors déterminer le statut, c'est très questionnable selon lui. De résumer cette perspective de Finkelstein, ce qu'on retient, c'est une lecture des événements où la crise humanitaire n'est pas juste une conséquence tragique, mais Un outil. une stratégie délibérée pour atteindre des buts politiques précis, notamment neutraliser l'UNRWA et potentiellement vider Gaza de sa population. Oui, c'est ça. Et ça nous amène à une question de fond qui prolonge un peu son analyse. Au-delà des déclarations, des condamnations, des négociations actuelles, si les mécanismes qu'il décrit sont bien là, concentration de la population, contrôle de l'aide, prétexte sécuritaire, est-ce qu'ils restent actifs? Et surtout, quel serait le dénouement final si ces mécanismes sont poursuivis, une fois que l'attention internationale se portera ailleurs? C'est une question qui reste ouverte et qui incite à suivre de près la situation sur le long terme.